pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. On a tous vu les attaques par l'Iran contre Israël, des attaques que, bien entendu, nous condamnons de façon non équivoque. C'est un moment très, très dangereux présentement au Proche-Orient. Quand j'ai accouché, j'ai trimballé mon premier enfant de Québec à Montréal chaque semaine. Je vais dans la même ville qu'eux tous les soirs pour les coucher. J'ai essayé de conjuguer famille et politique. Ça peut se conjuguer, mais plus souvent qu'autrement, à l'imparfait. We need a president who has already done this once before and did it well. Please vote for Donald Trump. It's those that were closest to Donald Trump that understand how dangerous he is when the world is this dangerous. Voici Patrick Lagacé. Mercredi le 2 octobre 2024. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire au 985, mon courriel patrick@985fm.ca. Aujourd'hui, présentement 14 degrés à Montréal. C'est frais, on est bien. On devrait avoir des percées de soleil ce matin, mais à partir de 10 heures, des nuages, de la pluie. Ça va être comme ça toute la journée, maximum de 15 degrés. Demain jeudi, soleil maximum 22 aperçu. Pour vendredi, samedi, dimanche, ça devrait être généralement ensoleillé. Je commence avec cette attaque de missiles de l'Iran sur Israël. C'était télégraphié. On le savait que ça s'en venait depuis quelque temps. Et hier, avant l'attaque, c'était assez clair. Les services de renseignement américains, israéliens avaient averti là, que les missiles allaient être lancés de façon imminente. Donc, c'est 180 missiles balistiques qui ont été lancés par l'Iran. La plupart des missiles qui ont été détruits en vol par les défenses antimissiles israéliennes. Les Américains aussi, par ailleurs, qui ont participé à détruire des missiles en vol. Un peu avant l'émission, je me suis entretenu avec Clotilde Emravko. Elle est journaliste indépendante basée à Tel Aviv, en Israël, à Jérusalem, pardon. Et j'ai commencé par lui demander comment elle a vécu l'attaque d'hier. On a eu des rumeurs dans l'après-midi via notamment les États-Unis qui disaient à leurs ressortissants, à leurs diplomates de se mettre à l'abri, qu'il y allait peut-être y avoir une attaque. On pensait plutôt dans la soirée. Et puis, il y a eu des messages qui sont arrivés sur nos portables et puis les sirènes qui ont sonné dans les régions plutôt du centre d'Israël, dans le Negev qui est plus au sud, Tel Aviv, Jérusalem et la région Sharon. Donc, on a vu en fait les projectiles, les missiles dans le ciel qui éclairaient. En fait, il faisait déjà nuit, donc on les voyait très bien tracés dans le ciel. Et puis ensuite, on entendait les détonations. En fait, il faut savoir que la défense antiaérienne israélienne a intercepté la plupart des missiles. Donc, en fait, on entendait ces explosions. Ça fait un bruit un peu sourd. Donc, à Jérusalem, dans certains endroits, il n'y a pas d'abri. Mais en tout cas, à Tel Aviv, tout le monde était aux abris et tout le monde a attendu, en fait, que ça se termine. Est-ce que ces missiles ont touché d'abord des cibles stratégiques et ensuite, est-ce que ces missiles ont fait des victimes civiles? Alors, la plupart des cibles en fait de ces missiles iraniens étaient en fait des bases militaires israéliennes. On a notamment la base de Glilot dans le nord de Tel Aviv, où se trouve le siège du Mossad et également le siège de l'unité 8200 qui est en fait celle qui est chargée du renseignement militaire et qui a notamment joué un rôle clé pour pister les responsables du Hezbollah au Liban. On a également des bases militaires qui étaient ciblées dans le Negev. Et puis, malheureusement, en fait, il y a eu un décès après ces frappes mardi soir, un Palestinien, en fait, de Gaza qui se trouvait à Jéricho, donc en Cisjordanie, occupée vers la frontière avec la Jordanie. Et puis, il y a eu 2 blessés légers à Tel Aviv. Quelle a été la réaction du gouvernement israélien après l'attaque? Le gouvernement israélien a maintenu une position très ferme. L'armée israélienne a également mené des raids cette nuit et ce matin, alors à la fois à Gaza, où on décompte à peu près une 60aine de morts pour l'instant selon les sources locales, et puis également dans des immeubles résidentiels du sud de Beyrouth. Les Israéliens sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils ont dit qu'ils allaient riposter à l'attaque iranienne, mais ils n'ont pas précisé de calendrier. La question aujourd'hui se pose de savoir si les États-Unis vont être entraînés un peu malgré eux dans cette riposte israélienne à ce qui s'est passé hier soir. Clotilde,
il n'y a pas eu de victimes civiles israéliennes, vous l'avez dit. Un Palestinien est mort par un éclat de missile, mais il y a quand même eu une attaque terroriste un peu avant l'attaque de missile sur le terrain à Jaffa. Oui, effectivement. Jaffa, c'est au sud de Tel Aviv. C'est 2 hommes, apparemment des Palestiniens de Cisjordanie, selon les autorités israéliennes, qui ont ouvert le feu dans un tramway de Tel Aviv. Ils ont tué sur le coup 6 personnes et une 7e est décédée quelques heures plus tard dans cette attaque. Et puis, l'un des assaillants a été lui-même tué et un second a été, le second a été emmené à l'hôpital dans un état grave. Donc, on ne sait pas pour l'instant plus de choses sur cette attaque. C'était Clotilde Mravko, elle est journaliste indépendante basée à Jérusalem. Je souligne aussi que le premier ministre Netanyahou a déclaré que l'Iran avait fait une grave erreur avec cette attaque de 180 missiles sur Israël et qu'elle allait en payer le prix. Il y a un porte-parole de l'armée israélienne qui a dit « On va répliquer au moment de notre choix ». Le motif de l'attaque officiellement, là, qui a été donné par les gardiens de la révolution islamique en Iran, ça c'est la puissante milice qui protège le régime. On a cité 3 attaques israéliennes dans les derniers mois qui ont tué le chef du Hezbollah au Liban, Nasrallah, un commandant des gardiens de la Révolution à Beyrouth et le chef politique du Hamas à Téhéran. C'est spectaculaire, ces images-là, c'est inquiétant, mais il faut le dire, il y a quand même une part de théâtre dans l'attaque d'hier, parce que l'Iran, semble-t-il, ne veut pas de confrontation directe avec Israël. Et Reuters, l'agence de presse qui rapportait hier que l'Iran a prévenu d'abord les Russes de l'attaque qui s'en venait, et aussi, on se serait arrangé par des canaux diplomatiques pour le faire savoir aussi aux Américains. Pour décrypter cette attaque-là et les messages codés là, que tout le monde s'envoie de part et d'autre. On va parler un peu plus tard à l'émission avec Thomas Junot. C'est un spécialiste de l'Université d'Ottawa, expert du Moyen-Orient et aussi de l'Iran. Un peu plus tard à l'émission, on va parler avec Charles-Philippe David, spécialiste de la politique américaine. On va faire un retour sur le débat hier entre les candidats à la vice-présidence des États-Unis. C'était le débat des colistiers. M. Vance, le colistier de Donald Trump, et M. Walz, qui est le colistier de Kamala Harris. J'attire votre attention sur un texte du Journal de Montréal. C'est à la une. On revient ici à Montréal dans nos problèmes très locaux. Il y a de plus en plus de campements là, de sans-abri un peu partout. Et il y avait un campement célèbre. Ça a été un des premiers campements de sans-abri qu'on a noté à Montréal. C'était pendant la pandémie en 2020. Il avait fini par être démantelé, mais il était assez impressionnant. Bien là, sur la rue Notre-Dame, il y a comme, en bordure de Notre-Dame, il y a un espace gazonné et les campements sont de retour. Semble-t-il que c'est très problématique pour les résidents riverains parce que c'est pas juste des gens qui sont là et qui ne font pas de trouble. Il y a dans le Journal de Montréal des gens qui sont cités. Là. On dit que ça n'a jamais été aussi pire. Le problème est revenu multiplié par 10. Et quelqu'un témoigne, notre cour, elle habite dans une coop. Là. Notre cour, c'est leur douche. Ils viennent prendre les sans-abri qui sont dans le campement, notre boyau, pour se laver. Quelqu'un dit, je comprends leur situation, mais là, ils amènent des sacs de vidange et ils les éventrent un peu partout. Il semble que tout le long de la piste cyclable, là, ce soit jonché de déchets. Donc, il y a ce problème-là. Le campement va probablement être démantelé, mais le problème reste entier. Je le souligne, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à des logements. C'est vrai qu'il y a des personnes sans abri qui ont des problèmes de santé mentale. Vous leur donneriez un logement et ces personnes-là ne pourraient pas tenir ce logement-là. C'est vrai. Mais c'est quand même sidérant de constater qu'on ne peut pas trouver un espace où ces gens-là pourraient peut-être camper de façon temporaire pendant qu'on accélère la construction de logements sociaux. Et je lisais là, les commentaires des résidents riverains et je pensais aux gens qui sont près du village aussi, pas très, très loin du village gay. Et il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol face à ces problèmes-là, face à ces gens-là aussi. Même si, je dirais, la plupart des Montréalais sont pleins de compassion, mais quand les gens viennent t'écœurer dans ta cour, quand tu es obligé de mettre des barbelés, comme on a vu pas loin du village gay, ta compassion va finir par foutre le camp. Et je vais répéter ce que j'ai déjà dit. On le voit dans l'Ouest canadien, on le voit dans l'Ouest américain. Trop de tolérance face à ces phénomènes-là va finir par tuer la
tolérance. Aide sociale dans le devoir. On rapporte là qu'il y a cette réforme de l'aide sociale qui est planifiée par la ministre Chantal Rouleau. Bien, ça va être financé, tout ça, par l'abolition d'une allocation de 161 $ qui est donnée à certains parents et des personnes âgées de 58 ans et plus. On appelle ça l'allocation pour contrainte temporaire à l'emploi. Donc, c'est à lire, c'est à la une du devoir. Dans le Journal de Montréal, il y a une histoire absolument incroyable. On s'est frotté pendant la pandémie à ceux qu'on a appelés les complotistes. Vous le savez, là, ce sont des gens qui ont encore certaines croyances. La pandémie, d'abord, pour eux, c'était souvent une invention. Le vaccin, c'était quelque chose d'inefficace qui allait nous empoisonner. Toutes sortes de sottises, de croyances comme ça, qui, souvent, ça pouvait être anodin. Puis je mets anodin entre guillemets. Souvent, ces gens-là pouvaient avoir ces vues-là, puis avoir ces vues-là et se conformer quand même aux règles. Il y a des gens qui enfreignaient les règles, qui ont cru certains gourous et qui ont payé cher. Il y a des gens qui se sont fait dire « Prenez l'amende, vous n'aurez pas à la payer. » Parce qu'on va la contester en vertu de telle loi. La Cour suprême a débouté les leaders conspirationnistes là-dessus la semaine passée. Et là, on a une histoire dans le bas du fleuve qui est complètement cinglée sous la plume de Francis Pilon dans le Journal de Montréal. C'est un couple complotiste qui a perdu sa maison. Pourquoi? Bien parce que ces gens-là adhéraient à des théories là, extrêmes, libertariennes. C'est la mouvance là, des citoyens souverains, Free Man of the Land. En gros, ces gens-là disent « La loi, ça ne s'applique pas à moi. J'ai pas besoin, moi, d'observer vos lois. » Et il suivait les enseignements d'une gourou qui a un peu disparu du radar depuis quelques années, mais qui était très active au Canada anglais, surtout pendant la pandémie. Ronan Didulo, c'est celle qui se proclamait la reine du Canada. Elle était là à la manifestation des camionneurs et elle, c'est ce qu'elle disait aux gens. Vous n'avez pas besoin de payer vos taxes. Vos taxes municipales, pas besoin de payer ça. Mais ce couple-là, et l'histoire est dans le Journal de Montréal, l'a écouté. Des gens tout à fait normaux, semble-t-il, avant la pandémie, ont décidé de ne pas payer 11 500 $ de taxes municipales. Ils se sont entêtés. Écoutez, ils ont été sortis de force de leur maison en 2023 par les policiers parce que leur maison a été mise en vente aux enchères. Quand vous ne payez pas vos taxes, par inadvertance, parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous décidez, comme ces gens-là, que vous êtes des citoyens souverains, vous n'avez pas à payer des taxes municipales, bien, la municipalité peut saisir votre maison et la vendre pour payer les taxes. Et là, il y a des témoignages. Le maire Denis Marcoux de Saint-Simon-de-Rimouski qui dit, écoutez, ces gens-là là, étaient connus dans la communauté, jamais eu de problème avec eux avant. Bien, ils ont décidé de ne pas payer leurs taxes. Les gens qui témoignent autour, leurs voisins qui disent exactement la même chose. Écoutez, des gens tout à fait normaux, gentils, etc., sont tombés dans cette spirale-là et ont perdu pour une valeur de 1 million $. C'est à lire dans le Journal de Montréal, c'est complètement ahurissant. J'ai une pensée pour les contribuables de Laval en lisant le Journal de Montréal aujourd'hui. On fait un suivi sur cette enquête absolument délicieuse dans les derniers jours, là. Il y a 2 conseillers municipaux de Laval qui ont été mis dans l'eau chaude par des questions du Journal de Montréal. D'abord, il y a ce conseiller municipal qui, lui, dans le fond, se faisait rembourser tout ce qui est nécessaire, peut-être moins nécessaire pour son bureau. Beaucoup de produits Apple, si je me souviens bien, là, pour 16 000 $ de produits Apple en quelques années, dont une montre Apple Watch, des écouteurs, évidemment, ordinateurs, mais aussi des collations, de la gomme, de la crème de main. La crème de main Aveeno. Toujours pas compris pourquoi la crème de main Aveeno avait été remboursée à cet élu-là. Et il y a un autre élu municipal à Laval. Lui, il a décidé d'aller chercher une formation de coach de vie. Bien, il s'est fait rembourser la formation de coach de vie par les contribuables lavallois. Et évidemment, quand c'est sorti dans le journal, il a décidé de rembourser ce qui lui avait été remboursé. Mais ce sont 2 mini-scandales qui posent quand même une question sur le contrôle des dépenses à Laval. Et là, il y a un suivi. Les élus lavallois, hier, qui ont demandé à la Commission municipale du Québec d'étudier la possibilité d'élargir son enquête sur les dépenses de certains élus à tous les élus. Donc, c'est à lire dans le Journal de Montréal. On va rester sur la thématique des gens qui abusent un peu.
Fascinant dossier dans la presse aujourd'hui. Il y a une chronique de notre amie Marie-Ève Fournier et un papier de Hugo Jonca. C'est sur une firme de réfection de toiture qui s'appelle No Problem. Toiture, No Problem. Ben, le titre de Marie-Ève, c'est « Quand No Problem est synonyme de problème ». En gros, ce qu'ils faisaient, ces gens-là, ce qu'ils font, ces gens-là, ce contracteur-là, c'est qu'ils se présentent chez vous, ils ont pris des photos par drone de votre toit et ils vous disent, écoutez, il y a un problème avec votre toit, mais pas de problème, on peut réparer. Puis regardez, on va faire ça comme ci, comme ci, comme ça. Et là, on donne un devis, ça va coûter 8 000 madame. Et là, on ouvre le toit, on va voir madame, souvent des aînés en passant, et on leur dit, non, écoute, c'est pas 8 000, ça va être 50 000 parce qu'il y a un problème vraiment, vraiment grave. Mais là, t'as comme, faut que tu décides dans l'heure. Donc, les crosseurs, universellement, là, une des techniques, c'est toujours de te mettre de la pression sur le temps. Il faut que tu décides maintenant. Fait que la dame témoigne à la presse et qu'est-ce qu'elle dit? Elle raconte que elle dit, ben OK, allez-y réparer. 5 minutes après, le camion arrive avec du matériel. Fait que le camion était déjà au bout de la rue, il était dans le scheme, dans le stratagème, et il est prêt à faire les travaux. Il y a un autre camion avec du matériel qui arrive pas longtemps après. Tout ça est organisé avec le gars des vues, et l'enquête de la presse le démontre bien. Donc, si vous êtes approché par une firme qui s'appelle Toiture No Problem, allez lire la presse et méfiez-vous. Et en plus de ça, il y a des individus qui ont été condamnés. Il y a un individu dans cette compagnie-là qui a été condamné pour des fraudes autour de personnes âgées. Donc, vous irez lire ça. Ça donne un peu froid dans le dos. Des fois, ça vaut la peine de faire le tour et de demander toutes sortes de soumissions. On reste sur le thème de la consommation. Option consommateur va présenter aujourd'hui un mémoire devant les parlementaires à Québec là, dans le cadre du projet de loi 72. C'est le projet de loi de Simon Jolin Barrette, la loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière de prix de crédit. Oui, c'est un long titre pour un projet de loi, mais ça ratisse assez large. C'est ce projet de loi-là qui va aussi s'attaquer au problème de la présentation des options de pourboire. Bien, option consommateur qui dit, écoutez, il y a un problème avec l'affichage de prix dans les épiceries et le projet de loi du ministre ne va pas assez loin. Ce qu'on dénonce, c'est que dans certaines épiceries, semble-t-il, bien, vous le savez, là, il y a des cartes de fidélité. Si vous êtes membre du club ABC là, pour les épiceries, vous avez droit à certains rabais, des remises, etc. Bien, les prix affichés, le prix plus gros dans certaines épiceries, c'est celui pour les membres. Donc, vous, si vous n'êtes pas membre, vous voyez ça, vous pensez que ça coûte 1,99 $. Quand vous arrivez à la caisse, ça coûte 2,40 ou 2,30 $. Additionnez tout ça, bien, ça fait une différence. Il y a beaucoup de gens qui se font rouler dans la farine. Donc, à lire dans le journal La Presse aujourd'hui, Option consommateur qui demande à Simon Jolin Barrette d'aller plus loin. Et Option consommateur, par ailleurs, qui a pris position sur toute la question des no-shows. On sait que dans les restaurants, ce qu'on appelle les no-shows, c'est les gens qui ne se présentent pas après avoir fait une réservation. Les restaurateurs auraient beaucoup aimé que dans ce projet de loi-là, on sanctionne, on donne la permission aux restaurateurs de sanctionner quelqu'un qui fait une réservation pour 4, 6, 10 personnes, ça se voit souvent, et qui ne se présente pas. Ça provoque des coûts assez importants pour les restaurateurs. Option consommateur dit, on est contre ça. C'est pas dans le projet de loi, mais on est contre ça. Personnellement, je vous l'ai déjà dit à ce micro, je pense qu'il devrait quand même avoir une petite pénalité si vous faites une réservation comme ça. Écoutez, c'est pas comme pas aller au théâtre où vous avez déjà payé votre billet. Il y a des coûts, il y a de l'espace qui est réservé et ça fait vraiment suer les restaurateurs. Un mot sur Marois Risky. En terminant, Marois Risky, on en a parlé hier avec Jonathan Trudeau. Elle s'en va et elle va s'en aller en 2026. Elle va honorer le pacte qu'elle a avec ses électeurs dans Saint-Laurent, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'en aller, elle ne va pas provoquer une partielle, elle va faire les 2 prochaines années. Ça l'honore, c'est salué de part et d'autre, je dois le dire. Et ça pose toute la question des mères en politique, les femmes qui ont des enfants ou qui veulent des enfants. Et il y a un éditorial intéressant à lire dans la presse aujourd'hui sous la plume de Stéphanie Gramont qui fait écho à une invitée qu'on a eue ici la semaine passée, Jocelyne Richer, qui a été longtemps journaliste parlementaire, qui a publié un livre ces derniers jours sur la place des femmes en politique et un des facteurs, disons, qui repousse le plus de femmes en politique, qui les pousse à sortir de la politique ou qui les pousse à ne pas se présenter en politique, c'est justement toute la question de la maternité. Je ne veux pas dire que c'est le cas
de Mme Risky. Chacune a évidemment ses raisons pour ne pas se présenter ou ne pas se représenter. Dans le cas de Mme Risky, je ne sais pas là s'il y avait... Je l'écoutais hier dans son point de presse, j'ai réécouté ça après l'émission. Tous les accommodements du monde, je ne sais pas si ça aurait pu convaincre Mme Risky de rester en politique, mais quand même, il y a des réflexions à faire sur les façons dont on peut accommoder les femmes, les candidates, les élus actuels pour leur rendre la vie plus facile. Quand on a des enfants, la vie est plus difficile. Est-ce que ça devrait être un facteur comme ça qui nous empêche de faire de la politique? La question peut se poser. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. J'ai gardé Yannick, notre gars des sports, pour notre première entrevue parce que justement, ça touche le sport. Ça touche le sport national, le hockey. Si vous avez des enfants qui jouent au hockey, vous ne le savez pas, mais vous êtes reliés par la bande à Hockey Québec, qui a un nouveau directeur général, l'ancien arbitre Stéphane Auger, qui succède à l'ancien gardien de but Jocelyn Thibault, qui a été directeur général et qui a démissionné sur fond de tensions avec des associations locales. Il est, Stéphane Auger, le nouveau directeur général de Hockey Québec. Il est au bout du fil. Monsieur Auger, bonjour. Bonjour. Salut Stéphane. Salut Yannick. Pourquoi vous avez voulu devenir directeur général de Hockey Québec? Par passion du hockey. C'est la première réponse. Ça fait depuis que je suis tout petit que je baigne dans le hockey. Pour moi, c'est mon sport préféré, évidemment. Mais après ma carrière, il y a un paquet de détours qui m'ont mené à faire de la gestion dans le hockey, puis qui m'ont mené à différentes places. Puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler avec Jocelyn. On a travaillé ensemble, puis ça m'a mené jusqu'à la direction générale d'Hockey Québec. Là, c'est un parcours que je n'avais pas planifié, mais qui, au fil des années, m'a mené jusqu'à la direction générale d'Hockey Québec. Monsieur Auger, Jocelyn Thibault, vous l'avez côtoyé, il a démissionné parce qu'il était tanné des guerres de chapelle, des guerres politiques avec des associations locales qui ne veulent pas se plier à certaines règles. Là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez obtenir des meilleurs résultats sur ce front-là que Jocelyn Thibault? On a travaillé ensemble, puis je suis très au fait du départ de Jocelyn. Là, on a discuté beaucoup ensemble. Toute la gouvernance à Hockey Québec là, a été changée au niveau provincial. Puis les gens comprennent, on va simplifier ça un petit peu. Le conseil d'administration, c'est un conseil avec des gens avec des compétences diversifiées. Alors, à ce niveau-là, c'est encourageant pour moi, là, comme directeur général, de pouvoir travailler avec des gens qui ont des expertises différentes. Puis là, c'est de travailler avec les différentes régions et associations pour les accompagner dans tout ça, là, dans un changement de gouvernance. C'est le hockey, ça fait longtemps que ça se fait de la même façon. On est rendu en 2024, l'écosystème du hockey change, les demandes des parents changent, les joueurs, les offres qui sont disponibles. Il faut travailler avec tout le monde pour essayer d'assainir tout ça, mais aussi, comme fédération, là, moi, j'ai un groupe d'experts au bureau chez nous, puis c'est de pouvoir leur donner des outils pour pouvoir bien servir, là, puis j'aime pas dire le mot client, mais ça reste un client. Un joueur de hockey, là, ça ne nous appartient pas à la fédération. Là. C'est du monde qu'il faut servir, qu'il faut développer. Monsieur Auger, oui. Ce que vous me dites là, écoutez, ce sont de bonnes intentions, mais ces conflits-là avec les associations régionales qui ne voulaient pas revoir des zones de gouvernance, là, on le sait, il y a des associations de hockey locales, là, ce sont de petits royaumes où il y a des gens qui règnent en roi et seigneur. Là. Ce que vous me dites là, c'est super beau. Mais ça a quand même poussé cette situation, Jocelyn Thibault, à la démission. Concrètement, vous allez faire quoi pour les obliger, les associations locales, à arriver au 21e siècle dans les règles de gouvernance? C'est pas des obligés. Là. Le gouvernement a mandaté. Là, les associations sont tenues de se plier sur un mode de gouvernance sain. Fait que ça, c'est pas inventé. Puis moi, c'est pas là pour le renfoncer dans la gorge. C'est de dire, comment je peux vous accompagner pour que le changement se fasse? Fait que, oui, ça va prendre un certain temps. Moi, j'ai passé, il y a 2 semaines, du temps avec les différentes régions, à discuter avec les gens. Il y a beaucoup plus de gens qui sont ouverts au changement. Ils ont besoin d'accompagnement. Je vais vous donner un exemple, c'est l'agacé. C'est pas compliqué. Il y a un parent qui arrive chez lui, qui est responsable d'une association de hockey mineur, là, puis que ces temps-ci, c'est les sélections. Là. Puis il arrive chez eux le soir, puis il y a 45 emails de bêtises. Fait que là, il est arrivé, il a fait le souper pour ses enfants, fait les devoirs, couche les enfants. À 9h30 le soir, il s'installe, puis il répond à 45 courriels de bêtises après sa journée. Comment, nous autres, la Fédération, peut les accompagner là-dedans? Il y en a beaucoup qui ont levé la main et dit on a besoin d'aide. Fait que nous autres, c'est de les accompagner là-dedans puis leur donner des outils. La Fédération, c'est ça, c'est régir puis développer. C'est ce qu'on va faire. On va régir et développer, mais on va surtout leur donner des outils pour en arriver là. Jocelyn avait commencé le travail. Il a fallu qu'il quitte. Ça l'a comme
ébranler les colonnes du temple. Puis c'est parfait, c'est ce que ça prenait. On a réussi à le garder. À partir de là, moi, je prends le relais, puis c'est des accompagnés. Fait que oui, il y a beaucoup de travail à faire, mais ça se fait, là. Je veux dire, moi, je serais pas là si je pensais pas pouvoir relever le défi ou du moins l'emmener le plus loin possible. Mais tu sais, Stéphane, quand Jocelyn Thibault a quitté, il était tanné de se battre et de se faire convaincant auprès de bénévoles, d'associations qui voulaient pas se plier à ce que Hockey Québec voulait faire. Là, tu dis, c'est pas de leur enfoncer dans la gorge des choses qu'on veut implanter. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que ces gens-là, ces bénévoles-là, on a comme l'impression que ces gens-là naissent Hockey Québec par le bout du nez. Est-ce que je me trompe? Bien, c'est ce que je disais, Yannick, tantôt, puis c'est pas simple, la fédération. Il y a plein de gens qui se demandent c'est quoi la fédération. T'sais, moi, c'est développer, régir, puis promouvoir le hockey. Puis ça, c'est le mandat qui me vient du gouvernement. À partir de là, la job que j'ai là, comme directeur général, c'est de rétablir ça. Fait que, la réglementation, un coup qui est faite puis qu'on peut se l'appliquer, c'est après ça, c'est de réussir à les emmener en bas. Là, les rôles sont un peu brouillés. Là, présentement, là, on a une firme qui va accompagner les régions dans la gouvernance. Là. Le travail a commencé. Les 14 régions avec les franchises de notre ligue d'excellence là, vont s'asseoir, puis il va y avoir un OSI qui va être fait. Il va y avoir un état de la situation. Là, on n'a pas l'état de la situation. Avec Jocelyn, on s'est assis, puis on avait regardé ça. À partir du constat qu'on va avoir, on va prendre les mesures qui vont venir. Mais là, présentement, là, on n'a pas tout un portrait. Fait que, du coup, on va avoir le portrait, on va pouvoir faire avancer les choses. Là, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Là. Je suis conscient que ça ne pas du jour au lendemain. Ouais, Stéphane, je comprends, puis j'ai l'impression d'entendre les propos de Jocelyn Thibault dans toute sa bonne volonté, puis tu arrives dans les mêmes dispositions. Je vais te poser une autre question. Aimerais-tu que la ministre des Sports, Isabelle Charest, te donne une aide beaucoup plus probante dans ta façon de faire et dans ta façon d'implanter les choses à Hockey Québec? Est-ce que ça t'aiderait, toi? Tu sais, la ministre a 77 fédérations avec qui elle doit travailler. Oui, je comprends, mais Hockey Québec, c'est quand même une grosse fédération. Oui, mais tu sais, en bout de ligne, ça appartient à la ministre. Tu sais, Yannick, tu connais mon passé, là, moi, je suis un arbitre. Là. En bout de ligne, là, je veux dire, j'avais un travail à faire, puis tout le bruit qui venait de l'extérieur, à un moment donné, moi, je faisais fi de ça. Et c'est la même chose qui est là. Ça sera pas facile. Puis, tu sais, je pourrais bien dire ce matin, là, ce que je vais faire, puis ça va être comme ça va fonctionner. Non, on va travailler avec les gens. Mais Stéphane, sens-tu que le gouvernement est derrière toi là-dedans? Absolument, absolument. On a reçu une aide financière du gouvernement pas plus tard que la semaine passée. Mais au-delà de l'aide financière? Ben oui, quand on a à leur parler, mais tu sais, c'est la gestion des fédérations sont indépendantes. Fait que oui, j'ai de l'aide. Je n'ai pas besoin de plus que ça, honnêtement. On est en contact constant, les fédérations, avec le ministère, avec le cabinet. C'est pas un problème. Mais tu sais, Yannick, je vais revenir, là, puis je vais être bien plate ce matin, là. Mais tu sais, aussitôt qu'on parle de hockey, c'est toujours avec une connotation négative. Là, moi, je veux changer un peu la façon dont on parle du hockey. Tu sais, je veux qu'on parle des bonnes histoires. Fait que c'est certain qu'on va encore avoir... Tu sais, je vais vous parler cette année pour une histoire de comportement dans un aréna, c'est bien certain. Mais là, il faut changer le savoir-être. Il faut qu'on soit meilleurs, nous autres, comme fédération, à expliquer ce qu'on fait, puis ce qu'on veut faire. Tu sais, le hockey, les gens sont habitués que ça fonctionne d'une telle façon depuis les 60 dernières années. L'écosystème a changé. Les parents demandent des choses différentes. Il y a plein de parents qui veulent du hockey local. T'sais, ils veulent que le mercredi soir, à telle heure, ben mon gars va jouer au hockey, ma fille va jouer au hockey. Puis un soir par semaine, puis c'est tout. On a plein de choses à faire. C'est super excitant. On a un beau plan stratégique. Je suis conscient que ça va prendre du temps, mais je vais vous donner une histoire. Moi, j'ai fait l'harmonisation du hockey scolaire. C'était plein de gens qui disaient que c'était impossible à faire puis qui ne voulaient pas. Ben, je me suis assis avec les gens qui voulaient faire des changements et ça a fonctionné. Il y a plein de gens qui veulent que ça fonctionne. Je vais travailler avec ceux-là, puis les autres vont se rallier ou ils quitteront. OK, bien écoute, Stéphane, on te souhaite la meilleure des chances. Oui, parce que tu vas en avoir besoin, je pense. C'est un beau défi, puis je suis bien content de le relever. Salut. Merci beaucoup. C'était Stéphane Auger, le nouveau directeur général de Hockey Québec. Beaucoup de politique, beaucoup de politicaillerie dans le hockey mineur. Et tout ça a poussé Jocelyn Thibault, l'ancien DG, à dire, moi, je ne veux plus travailler ici, je m'en vais. C'est M. Auger qui le remplace. Écoute, je pense qu'il veut travailler en coulisses, il veut pas se faire d'ennemis. On lui a posé autant comment il allait faire différent. Tu sais, Pat, ça fait des années que c'est comme ça. Ouais. Il dit que ça fait 60 ans que le hockey est mené de cette façon-là. En 2000, écoute, je souhaite que ça fonctionne. Oui. Tu sais, on est sceptique ce matin, puis on a raison de l'être parce que ça n'a jamais fonctionné. Donc, il arrive avec toutes les bonnes intentions.
À un moment donné, ça va prendre des résultats. Mais tu sais, il dit ça va prendre du temps. Le temps, c'est combien de temps? On va voir. On va le réinviter dans 6 mois. Merci beaucoup d'être resté, de t'être joint à moi pour cette entrevue avec Stéphane Auger. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Hier, un peu après qu'on soit sorti des zones, l'Iran a attaqué Israël. C'était une attaque télégraphiée, il faut le dire, mais quand même, 180 missiles qui ont été lancés sur l'État hébreu. C'était une réaction aux derniers événements, là, les incursions d'Israël au Liban, l'assassinat de 3 dirigeants du Hamas, du Hezbollah et des gardiens de la révolution de l'Iran. C'est ce qui a été donné comme justificatif par l'Iran. Images spectaculaires qui n'ont pas fait de victimes en Israël, qui n'ont pas touché de cibles stratégiques. Ça ressemblait, si vous avez vu les images, là, à un feu d'artifice absolument menaçant. Avant l'émission, j'ai parlé avec Clotilde M. Ravko. Elle est journaliste indépendante présentement à Jérusalem. Je lui ai demandé comment elle a vécu l'attaque d'hier. On a eu des rumeurs dans l'après-midi via notamment les États-Unis qui disaient à leurs ressortissants, à leurs diplomates de se mettre à l'abri, qu'il y allait peut-être y avoir une attaque. On pensait plutôt dans la soirée. Et puis, il y a eu des messages qui sont arrivés sur nos portables et puis les sirènes qui ont sonné dans les régions plutôt du centre d'Israël, dans le Negev qui est plus au sud, Tel Aviv, Jérusalem et la région Sharon. Donc, on a vu en fait les projectiles, les missiles dans le ciel qui éclairaient. En fait, il faisait déjà nuit, donc on les voyait très bien tracés dans le ciel. Et puis ensuite, on entendait les détonations. En fait, il faut savoir que la défense antiaérienne israélienne a intercepté la plupart des missiles. Donc, en fait, on entendait ces explosions. Ça fait un bruit un peu sourd. Donc, à Jérusalem, dans certains endroits, il n'y a pas d'abri. Mais en tout cas, à Tel Aviv, tout le monde était aux abris et tout le monde a attendu, en fait, que ça se termine. C'était Clotilde M. Ravko, journaliste en Israël. Je lui ai parlé un peu plus tôt ce matin. Que signifie cette attaque dans le grand jeu géostratégique du Moyen-Orient qui implique des joueurs comme l'Iran, Israël, la Syrie, le Hamas, le Hezbollah et évidemment les États-Unis? On en parle avec Thomas Junot, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Professeur Junot, bonjour. Bonjour. Cette attaque-là, elle était spectaculaire. Elle n'a pas fait de victimes en Israël, pas de destruction de cibles stratégiques. Quel message les Iraniens voulaient envoyer? Les Iraniens voulaient clairement envoyer un message plus fort qu'ils l'ont fait à leur dernière attaque au mois d'avril. Si vous vous rappelez, au mois d'avril, il y a eu à peu près 300 projectiles qui ont été lancés, mais au mois d'avril, c'était quand même moins intense comme attaque. Premièrement, les Iraniens l'avaient télégraphié plusieurs heures à l'avance, donc ils avaient donné beaucoup plus d'Israël pour se préparer avec ses alliés. Cette fois-ci, il y a eu beaucoup moins de temps de préparation. Mais aussi, au mois d'avril, sur les 300 projectiles, il y avait une bonne proportion de drones. Mais c'est des drones qui vont à peu près à 200 km/h. Donc, pour franchir la distance entre l'Iran et Israël, ça prenait 8 heures. Donc, Israël les a interceptés assez facilement avec l'aide des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne. Cette fois-ci, c'était à peu près 180 projectiles, mais tous, ou en tout cas presque tous, des missiles balistiques. Ça va beaucoup plus vite. Ça prend seulement 12 minutes pour franchir la distance. Alors, oui, Israël a réussi à les intercepter, puis ça montre la qualité très avancée de ses défenses antimissiles, mais ça a été difficile. Donc, ça aurait très bien pu passer. Il y aurait très bien pu y avoir des dommages plus importants. Et ça fait partie du message que l'Iran voulait envoyer. Je lisais hier, professeur Junot, que, comme vous le disiez, ça avait été télégraphié. Les Iraniens ont prévenu les Russes, auraient prévenu aussi par des canaux diplomatiques l'ennemi américain. Pourquoi est-ce que les Iraniens ont donné des préavis comme ça? Parce que l'Iran se sentait coincé au cours des derniers jours. Comme vous l'avez dit, Israël a frappé très fort dans les dernières semaines. Assassinat de dirigeants du Hezbollah, du Hamas, dommages très importants contre le Hezbollah. Rappelez-vous l'attaque au Paget il y a 3 semaines à peu près. Donc, l'Iran et ses partenaires, comme le Hamas, le Hezbollah, sont déstabilisés, ils sont affaiblis. L'Iran sentait qu'il était obligé de répondre pour ne pas perdre la face, parce qu'en ne répondant pas, l'Iran envoyait un message de faiblesse.
Mais d'un autre côté, l'Iran a très peur d'une escalade parce que l'Iran est très conscient que, en cas d'escalade, la puissance militaire israélienne et américaine, évidemment, sont largement supérieures à la sienne. Et on l'a vu hier, l'Iran a envoyé 180 missiles balistiques, puis il n'y a presque rien qui est passé. Donc, l'Iran, en télégraphiant à l'avance, peut faire un peu le théâtre performatif d'une attaque, mais en même temps essaye de limiter les dégâts et essaye d'envoyer en même temps le message qu'on ne veut pas d'escalade de leur côté, là. Quand on regarde les forces en présence, c'est un gros pays, l'Iran. C'est quand même surprenant de penser que l'Iran, grand pays, a peur d'Israël dans une confrontation directe. C'est sûr que l'Iran, au niveau géographique, c'est beaucoup plus gros qu'Israël. C'est vaguement la grosseur du Québec en termes de superficie, presque 100 millions d'habitants, contre moins de à peu près 10 dans le cas d'Israël. Mais l'Iran, c'est un pays qui est sous des sanctions américaines très, très fortes depuis des décennies et qui n'a pas pu, pour des raisons de sanctions, pour des raisons financières, s'acheter un équipement militaire de fine pointe. Donc, au niveau militaire conventionnel, là, les avions de chasse, les navires de guerre, les chars d'assaut, l'Iran n'est pas si avancé que ça. Là où l'Iran a une capacité à faire mal dans la région, c'est son soutien des groupes terroristes, son soutien des groupes armés, ses missiles, ses drones. Donc, quand l'Iran peut attaquer indirectement, il peut provoquer, il peut faire mal, il peut faire très mal. Mais quand on rentre dans un scénario de confrontation militaire conventionnelle directe entre l'Iran et Israël et forcément les États-Unis, à ce moment-là, l'Iran est sérieusement plus faible. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que l'Iran, ils sont pas fous. Ils veulent absolument éviter, là. Professeur Junot, je vous écoute, là. Je me mets à la place des gens qui ont vu les images, qui sont pas des experts comme vous, qui se disent, coudonc, est-ce que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale? Là, je vous écoute. Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que ce qui s'est passé hier, c'est un peu beaucoup du théâtre. C'est en partie du théâtre, mais la guerre, il y a toujours un élément théâtral. Qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale ou de guerre beaucoup plus limitée, à la guerre, on veut toujours envoyer des messages psychologiques à son adversaire. La guerre du narratif, la guerre des messages, la guerre de l'information, c'est toujours absolument central. C'est toujours en parallèle. On ne peut pas le dissocier complètement avec la guerre dans le sens matériel, là, la guerre dans le sens militaire. Dans ce cas-ci, il y a absolument un élément théâtral. Comme je l'ai dit tantôt, une des raisons principales, sinon la raison principale pour laquelle l'Iran a fait ça hier, c'est pour ne pas perdre la face, c'est pour envoyer un message de force. Mais en même temps, l'Iran ne la veut pas, cette escalade-là. Alors, premièrement, Troisième Guerre mondiale, oui, je le sais que le président Trump, l'ancien président Trump, dit ça souvent. Ça, c'est n'importe quoi, ça n'arrivera pas. Le scénario qui est plus plausible, c'est une guerre régionale plus soutenue là, entre l'Iran et Israël. On n'en est pas loin, puis à certains niveaux, on y est déjà, mais en même temps, je pense que surtout du côté iranien, cette escalade-là, on la veut pas parce qu'on sait qu'on va perdre. Est-ce que les Israéliens la veulent, cette escalade-là? Ça, c'est une bonne question. Puis il y en a en Israël qui la veulent. Et il y en a parmi les soutiens israéliens aux États-Unis qui la veulent aussi. Alors, c'est plus difficile d'y répondre à ce niveau-là. Autant, je pense que du côté iranien, on ne la veut clairement pas. Du côté israélien, surtout après le traumatisme très profond qui a laissé encore aujourd'hui des cicatrices extrêmement vives des attaques du 7 octobre. Il y a beaucoup il y a eu un gros changement là, dans la pensée israélienne au cours des derniers mois où l'approche du passé, c'est-à-dire de gérer le conflit avec le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, essayer de contenir ce conflit-là, ça marche pas. Et c'est ça qui a mené à l'attaque du 7 octobre. Donc, même au sein des militaires israéliens, qui par le passé étaient peut-être un peu plus prudents, mais au sein des dirigeants politiques, certainement du parti du premier ministre Netanyahou, là, il y a beaucoup de gens qui poussent pour pas nécessairement une guerre totale, mais en tout cas des attaques beaucoup plus agressives contre le Hamas et le Hezbollah, ce qu'on voit en ce moment, mais peut-être aussi contre l'Iran. Non? Professeur Junot, c'est un conflit qui est complexe, qui a plusieurs facettes. Et vous êtes un spécialiste du régime iranien. Si les Iraniens cessaient de financer les milices comme le Hezbollah, d'appuyer des milices comme le Hamas, est-ce que ce conflit-là serait plus proche d'une résolution dans cette région du monde? C'est une bonne question. Premièrement, ça n'arrivera pas. Le soutien à des groupes
anti-israéliens, anti-américains, des groupes violents, des groupes terroristes, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, plusieurs autres. C'est absolument central à l'identité de la République islamique. Donc, un scénario où la République islamique pourrait faire une espèce de grand deal avec les États-Unis pour arrêter de faire tout ça en échange d'un arrêt de la pression américaine contre l'Iran. Il y a des gens qui pensent à ça. Moi, je pense pas que c'est probable. Là. Certainement pas à court ou moyen terme. Si ça arrivait, mettons que je me trompe, puis que ça arrive un jour, le dirigeant iranien, le guide suprême, est très âgé, il va mourir. Ça se pourrait que son successeur, si on essaye d'être idéaliste un peu, change fondamentalement la direction du régime. Ça aiderait beaucoup. Ça aiderait vraiment beaucoup parce que, en ce moment, des groupes comme le Hamas, le Hezbollah, l'Iran sont profondément opposés non seulement à la paix, mais dans la majorité des cas, à l'existence même de l'État israélien. C'est juste une question de s'entendre sur les frontières. Ils rejettent l'existence même d'Israël et ça, c'est sûr que c'est un obstacle à la paix. Ceci étant dit, des obstacles à la paix du côté israélien, il y en a aussi. Alors, oui, il y a des éléments extrêmement radicaux dans le monde politique en Israël, il faut le dire, il faut le souligner aussi, là. C'est ça. Alors, des gens qui rejettent la paix, l'existence de l'autre, il y en a malheureusement beaucoup et c'est effectivement des obstacles majeurs à la paix. Là. Toujours un plaisir. Merci d'avoir pris le temps, professeur Junot. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. On va parler de ce qui s'est passé hier en politique américaine. Le seul et unique débat entre les colistiers Tim Walz et J.D. Vance, qui pourraient devenir vice-président des États-Unis respectivement, de Kamala Harris et de Donald Trump au début du mois de novembre prochain. Un débat qui a été décrit comme un peu terne. Des gens qui disent que M. Vance a mieux fait que M. Walz. On va décortiquer tout ça avec Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand et président de l'Observatoire sur les États-Unis. Charles-Philippe, salut! Bon matin, Patrick. Comment as-tu trouvé le débat? En fait, moi, je l'ai trouvé pas plus intéressant que les débats entre Trump et n'importe qui. Franchement, plus de contenu qu'on n'en a jamais eu. Et surtout, Patrick, plus de civilité qu'on en avait connu depuis combien d'élections? Il faut peut-être retourner, ma foi, à celle de 2012. Imaginez. Donc, en plus de 10 ans. Il est clair pour à peu près tous les observateurs que J.D. Vance en est très, très bien sorti. La plupart même le donnent gagnant parce qu'il a vraiment été très, 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 très efficace toute la soirée. Il n'a pas du tout donné l'impression de l'imbécile fini que décrit et dépeint pas mal tout le monde jusqu'à maintenant. Il n'a pas fait de déclarations malheureuses comme... toutes ces déclarations incendiaires qu'il a pu faire sur l'avortement, les femmes à chat, etc. Donc, je te dirais franchement qu'il s'en sort très, très bien et sincèrement, s'il était le candidat présidentiel républicain, il aurait probablement de meilleures chances d'être élu que Donald Trump aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, il attire moins l'attention sur tout plein de controverses? Parce qu'il est beaucoup plus calme, il ne fait pas dans l'invective. Combien de fois, hier, presque, on avait l'impression qu'il était capable, moi, c'est lui, de s'entendre. Oui. Il y a des différends, il y a eu des différends sérieux, on va y revenir, mais le ton était beaucoup plus agréable et beaucoup plus convivial. Même des moments où, lorsque Témoise a parlé de son garçon de 17 ans qui a été témoin d'une fusillade dans une école, on a vu J.D. Vance s'attendrir sur son cas. Il y a eu plein d'images fortes hier qui étaient celles plutôt de rassembleurs. Alors voilà, quelle surprise! Quelle surprise, parce que tout le monde s'attendait, encore une fois, que Tim Walz pulvérise J.D. Vance et que celui-ci, franchement, soit l'égal de lui-même depuis 2 mois, c'est-à-dire nul. Et donc, ça a été une vraie surprise, je pense, pour pas mal tous les observateurs. Dirais-tu que Tim Walz a été une déception dans ce débat-là? Oui, parce qu'il n'a pas été le pugiliste qu'on s'attendait de lui après sa nomination par Kamala Harris. Tout le monde a dit, le coach Walz, lui, il va pas se faire marcher dessus et il saura donner des coups. Et il s'est retenu hier d'être agressif. Et ça aussi, je pense, ça a surpris tout le monde. On s'attendait à un Tim Walz beaucoup plus mordant, beaucoup plus incisif. Il n'a pas rebondi sur beaucoup de choses pour lesquelles il aurait pu accuser Vance de tronquer la réalité, de mentir carrément.
C'est juste à la fin, à la toute fin, quand on a parlé de démocratie et de respect du résultat électoral, où finalement Tim Walz s'est sorti un peu de sa coquille et a mis ses gants de boxe, Patrick. Mais c'était comme 92 minutes trop tard. Et donc Tim Walz n'a pas été à hauteur des attentes et on se demande si ses conseillers l'ont pas mal conseillé en lui disant « Restez calme, ne soyez pas agressif ». Et soyez très, 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 très réservés dans vos répliques. Charles-Philippe, dernière question. L'élection est dans 1 mois et des poussières. Est-ce que ce débat-là va avoir un impact sur le résultat final? Ben, je ne crois pas que ça aura un gros impact parce que je pense que les dés sont vraiment très jetés, on va dire ça comme ça. Déjà, d'ailleurs, les gens votent en passant. Alors, on verra aussi combien de gens ont écouté ce débat. Mais s'il y a encore, parce qu'il y en a encore, imaginez, des indécis et des indépendants qui se demandent pour qui voter et qui ont regardé le débat d'hier, ben, il est bien possible que J.D. Vance ait marqué des points, ait pu gagner quelques votes, mais je ne pense pas qu'on va avoir un rebond spectaculaire dans les intentions de vote, mais il pourrait y avoir un petit rebond en faveur du camp républicain. Tout ça à la condition, Patrick, que Donald Trump, évidemment, ne tire pas encore dans le pied et ne fasse pas encore d'esclandre, qui fasse vite oublier, finalement, le débat vice-présidentiel. On va avoir l'occasion de s'en reparler très, très bientôt. Merci beaucoup, Charles-Philippe. Je te souhaite une excellente journée. Vous aussi. Bonne journée à tous. Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand, président de l'Observatoire sur les États-Unis. Voici Patrick Lagacé. Check le quatuor, si tu veux mess avec Corey Hart, lève-toi de bonheur comme Gino Chouinard. Time's up, il est jamais trop tard pour te lever du bon bord. À la même heure que Gino Chouinard. Fake love, dis-moi Gino, comment fais-tu? C'est une des choses qu'on apprend dans la biographie, dans le récit de vie de Gino Chouinard, 3800 matins. Beaucoup d'artistes qui ont évoqué Gino Chouinard de Salut Bonjour dans leur chanson. Salut Gino. Salut Patrick. Félicitations pour ce livre-là. Ben merci beaucoup. 3800 matins. Ouais. J'ai reconnu ta voix. Okay. Je te lisais puis je t'entendais parler. Donc, j'imagine que c'est très authentique, encore une fois, à ton image. Donc, il y a ces chansons. Mais moi, ce que je veux savoir en commençant, c'est t'es parti en pleine gloire. Ouais. Pourquoi t'es parti? Ben, je suis parti parce que j'avais le désir de faire autre chose dans ma vie professionnelle que uniquement faire Salut Bonjour. Ajouter à cela une fatigue physique, une fatigue mentale. Et je voulais relever de nouveaux défis, Patrick. Toute l'équipe est là et les nouveaux vont prendre tes conseils tantôt pour ce qui est de la gestion du dodo. Mais quand tu dis, Gino, que tu étais fatigué, je pense que tu es un gars discipliné, puis tu avais une bonne hygiène de vie, puis ça suffisait pas. Moi, je buvais pas d'alcool la semaine depuis peut-être les 15 dernières années. 20h, 20h30, j'étais au lit. J'ai franchi la cinquantaine, donc ça vient avec son lot aussi de problématiques. Je pense que j'en parle d'ailleurs. Non, j'en parle pas dans ce livre-là parce que j'ai écrit ça pour un numéro que je vais peut-être faire un moment donné. Je dis quelque part que quand t'arrives la cinquantaine, la prostate te réveille plus souvent que le cadran. Alors, non, j'étais rendu là, Patrick. Et tantôt, j'écoutais Bergeron en entrevue, Patrice, puis il disait j'y retournerai une fois pour le thrill. Okay. Moi aussi, j'y retournerai une fois pour le thrill, mais je suis vraiment passé à autre chose et je pense que d'avoir réfléchi sur ces 21 dernières années et d'avoir écrit sur les coulisses de Salut Bonjour m'a vraiment permis de tourner la page. C'est comme le hiatus entre le projet d'avant et le projet d'après, peut-être. Dans ce livre-là, j'ai été plongé dans ta célébrité. Okay? Je le vois de loin que tu es célèbre, les trophées artistes, etc., ça devait être lourd à porter des fois parce que t'es un gars sympathique de nature. Les gens t'approchent. Moi, j'ai une phase de gardien de prison, pas aussi connu. Les gens m'approchent moins, mais ça devait être gossant des fois.
Ben, c'était pas gossant des fois. Généralement, les gens étaient très, très gentils, mais comme tout le monde, j'ai mes humeurs. Même si je suis le bonheur facile, il reste que des journées qui sont plus difficiles, soit que à la maison, ça va pas comme on veut, ou dans la vie professionnelle, il y a des enjeux importants. Donc, des fois, le contact pouvait être un peu plus bref. Mais il y a des situations que je raconte dans le livre, toute ma vie avec le public, toutes les relations que ça a généré avec le public. Il y a des anecdotes complètement savoureuses. Oui. Et quand je les relis, ça me fait rire aujourd'hui. Il faut que tu racontes l'anecdote de la vasectomie. Ça part fort. Non, mais en fait, sais-tu quoi? C'est extraordinaire parce que ça montre la proximité, et c'est le mot, avec le public. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé avec le public de Salut Bonjour et moi, mais il s'est... J'aime les gens. Ça a connecté. Ouais, ça a connecté. Alors, ma blonde et moi, on a adopté 2 enfants. La fertilité, c'était coup-ci, coup-ça. Mais j'ai pas pris de chance quand même après les 2 adoptions. J'ai choisi d'aller vers la vasectomie. Et je raconte brièvement qu'au moment où je suis là, la girouette au vent et bon... vulnérable. Oui, voilà, très vulnérable d'ailleurs. Il y a un silence lourd qui pèse dans la place parce que dans les prochaines secondes, moi, c'est clair que mes canaux déférents n'existeront plus. Et l'infirmière, dans ce moment magique, dit « En tout cas, vous êtes vraiment une belle gang le matin. » À ce moment précis-là. Tu sais, ça, c'est... un des exemples, évidemment, de la relation avec le public quand c'est pas une dame cachée dans un bosquet qui cherche à me prendre en photo à Punta Cana, un concours de calage d'alcool autour d'une piscine encouragée par 50 beaucerons qui sont là. Alors, ça crée des moments bizarres, j'avoue. J'ai été surpris d'apprendre dans le livre 3800 matins, Gino Chouinard, que tu avais une obsession des codes d'écoute. Chaque jour, tu voulais savoir c'était quoi le chiffre de la veille. Surprenant. Oui, à partir du moment où je les recevais à tous les jours, je dirais vers la 3e ou 4e année, à tous les jours, je regardais les statistiques de la veille. Ça entre midi et demi et 13h30 habituellement à chaque journée. Je regardais la part de marché, je regardais le nombre de personnes totales. Puis quand je voyais qu'il y avait un bloc dans une journée qui était peut-être un peu plus faible, tout de suite, je parlais à Kim Larouche, ma productrice. « Hey, Kim, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me semble que là, on perd de l'intérêt. » On ajoutait un teaser, on ajoutait un petit moment de groupe. Puis finalement, 2-3 semaines après, plus tard, on voyait déjà les résultats. Oui, c'était une obsession. Pourquoi? Parce que je voulais performer. Moi, je trouvais que de rester longtemps à Salut Bonjour... Le défi, c'était pas d'y rester, mais de performer longtemps, d'intéresser les gens différemment, de travailler plus fort pour aller chercher des meilleurs résultats. Donc, la seule façon pour moi de le mesurer, c'était pas avec des vasectomies puis des photos dans le bosquet, c'était les chiffres qui parlaient. T'sais. Alors, je les regardais tous les jours. Là où j'ai été surpris, Gino, je dois dire, c'est une sorte de c'est un mastodonte télévisuel, Salut Bonjour. Là. C'est très important pour TVA, ça rentre des revenus, c'est très écouté. Mais même, tu avais cette obsession de dire on va aller chercher 50 % de part de marché. Oui. Ça, pour situer les gens, c'est 1 personne sur 2 qui écoute la télé. 40 %, c'était pas assez pour toi. Non, c'était pas assez déjà pour moi. Immense. Oui, c'était énorme. Je pense que quand je suis arrivé, on était aux alentours de 27, 28 environ, puis graduellement, on a réussi à monter les échelons. On a très, très souvent atteint 50 %, dépassé 50 % dans certaines portions de l'émission. Mais moi, c'est ça mon objectif. Une moyenne de 50 % me satisfaisait. Finalement, je découvre avec un peu de recul que je m'étais peut-être mis un objectif qui était inatteignable pour me forcer, me stimuler à élever le travail de l'équipe et élever le mien aussi. T'sais. Mais tu as toujours été considéré, Gino, au Québec comme étant l'animateur très, très gentil, toujours souriant. Et c'est vrai que tu l'es dans la vérité. C'est pas un rôle. Non, il n'est pas fauné. Pour avoir travaillé avec lui à quelques reprises, j'étais une petite fille de Trois-Rivières qui arrivait faire ma petite chronique à Salut Bonjour, accueil dithyrambique de Gino, hyper sympathique. Mais est-ce qu'à un moment donné, cette espèce d'image, ça n'a pas été lourd pour toi à porter? Ah, ben c'est sûr que d'animer Salut Bonjour dans un contexte d'une émission familiale, assez lisse, sans controverse, on n'est pas dans le commentaire comme toi tu l'es quotidiennement. D'ailleurs, je salue ça parce que ça apporte son lot de réactions. Mais en même temps, moi, je suis un gars dans la vie qui a le bonheur facile. Tu sais, je viens d'un petit milieu rural. De t'accueillir quand tu viens, Catherine, de Trois-Rivières, faire une chronique à l'émission, moi, je me dis, ben c'est comme ça que j'aurais souhaité être accueilli. Donc, tu sais, j'ai grandi
dans un milieu familial très empathique. Donc, ça correspond un peu à ce que je suis. J'ai cherché à m'emmener à briser un peu cette image-là. Hey, là, ça va faire le bon gars. J'aimerais ça être autre chose que juste un bon gars parce que ça me pesait un peu sur les épaules. Ça peut être plate à un moment donné d'être toujours le bon gars aussi. Oui. Mais à un moment donné, je me suis dit, écoute, ça va être ça, puis qu'ils le prennent ou qu'ils le prennent pas. Mais Catherine, dans le livre 3800 matins, Gino l'explique qu'il y a eu une passe où tu as voulu briser cette image-là en faisant un shooting photo. Quelques interventions publiques pour casser le look. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. À un moment donné, le magazine Clin d'œil fait un spécial homme. J'ai dit, là, ma chance. Alors, j'ai fait une session de photos où je suis habillé en baume. J'ai des bracelets en acier en forme de serpent. Imaginez, j'ai Éric Lapointe? Oui, exactement. J'ai un petit chapeau de jazz sur la tête, pas rasé, puis un regard ténébreux. Ça a fait des maudites belles photos, je vous le dis. Là. Les photos, je les regarde, sont belles. Mais c'est pas moi, je sais pas ce que j'ai voulu briser comme image avec ça, mais j'ai rien cassé pantoute. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Est-ce que se sevrer de l'adrénaline qu'on vit tous les matins, c'est facile? Est-ce qu'on y arrive? Je pense que si j'avais quitté 2-3 années plus tôt, j'aurais pas réussi à me sevrer si facilement. Mais là, j'ai vraiment l'impression que je me suis rendu au bout de tout ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais donner à l'émission. Je me suis rendu au bout de mon énergie, de mon intérêt, de ma motivation. Donc, le sevrage de faire l'émission me manque d'une seule façon, l'équipe. Là, travailler, je vous vois tous ici, puis c'est ça que je trouve extraordinaire à Salut Bonjour, la cohésion entre des membres d'une équipe. Je me réveille encore la nuit, à toutes les nuits. J'en parlais avec Bénédicte tantôt, qui a travaillé longtemps avec nous le matin. Ouais. Mon corps, à 3 heures, s'éveille encore. La bonne nouvelle, c'est que je me referme les yeux. Puis je peux repartir pour un petit bout. T'sais. Mais c'est ça que j'allais te demander. On s'en parlait tantôt. Tu dis, j'ai encore l'horaire du matin bien imprégné, mais est-ce que le reste de tes journées, t'arrives comme à passer à autre chose, à te détacher de tout ça un peu? J'explique à un moment donné dans le livre que j'ai l'impression, non pas j'ai l'impression, je vivais une fatigue informationnelle. Tu sais, pendant 21 années, répéter les mêmes nouvelles, 8 fois par jour, les nouvelles sont toujours poches. C'est toujours des drames familiaux, politiques, c'est toujours des erreurs, les notifications maintenant. Alors, j'avais besoin de faire une pause mentale. Donc, j'ai presque pas suivi l'information dans les dernières semaines. Ça m'a fait du bien. Là, ça commence à me chatouiller un peu. J'ai besoin de reprendre ça. Mais mis à part le physique qui se réveille la nuit, pour le reste, je trouve que la transition se fait bien. Là, j'ai plein de journées de congé à venir. J'en ai besoin. Ça va être profitable, puis des projets éventuellement. Mais sur quoi tu travailles, là? Rien, Patrick. L'excellente réponse. Pas besoin de rien ajouter. Rien. Pas de farce, rien. Tu fais un backwash de piscine. Exactement. D'ailleurs, il faut que j'en fasse un après-midi. Marc. Non, mais c'est ça que je me demandais. Une fois que la décision est prise et que c'est terminé, qu'est-ce que tu apprécies le plus? J'imagine de retrouver un semblant de vie sociale, peut-être de dormir plus, te lever plus tard. C'est quoi là, que tu apprécies le plus? 2-3 choses. Mes chums m'ont dit, il n'y a pas si longtemps, enfin, on va pouvoir t'appeler un mardi soir à 7h pour peut-être aller au cinéma avec toi. Donc, ça veut tout dire. La vie des amis va reprendre et la vie à la maison. Parce qu'il y a un bout dans le livre où j'évoque les coulisses de la vie de famille en parallèle à ça. Puis je dis que ça n'a pas toujours été facile à la maison, mais le matin, je devais sourire pareil parce que c'était ça mon travail. Ma blonde s'inquiétait de me voir revenir à la maison. Oui, c'est souvent le cas. Puis d'être sur le divan à côté d'elle à 8 h le soir. Puis moi aussi, j'avoue que ça m'inquiétait. J'ai dit, qui va contrôler ce qu'on regarde? Est-elle rassurée maintenant? Oui. OK. Oui, vraiment. On passe du bon moment entre 20 h et 22 h à regarder la télé ensemble. Ce qu'on n'a pas fait, étonnamment, depuis 20 ans. Bien sûr. Ouais. Nous, ici, à la radio, on se lève à 3 h du matin. Tu l'as fait pendant bon nombre d'années. Quand on arrive, des fois, on est fatigué, on n'a pas bien dormi, on a l'oreiller d'en face, mais on fait de la radio. Ouais. Toi, tu faisais de la télé. Ouais. Quand tu arrivais à 6 h le matin, tu n'avais peut-être pas passé une bonne nuit, tu n'étais peut-être pas en forme. Comment tu faisais pour être beau, propre, sympathique? Tout ça à la fois. Pas trop fripé. Pas trop fripé. Il y a des matins où j'étais vraiment fripé. Là. Merci à l'équipe de maquillage et de coiffure. On t'arrangeait? Parce que, oui, c'est ça, les bouts d'adoption là, où ma fille ne dormait pas du tout pendant des semaines après être revenue de la Chine. Ça a été un moment éprouvant, vraiment. Moi, je vais t'avouer que ce que je faisais,
je disais, mais ça m'est arrivé où j'ai été obligé de me parler en me disant, fais-le pour le public, dans 4 heures, c'est terminé. Ça m'est arrivé assez souvent, je dirais peut-être une 30aine de fois sur les 21 années, là, où j'avais des moments difficiles personnels, que je mettais dans le parking avec mon auto, et je me disais, fais-le pour le public, c'est juste 3h30 dans ta journée, ou 4 heures, parce que l'émission a changé de grille horaire. Et avec ça, j'arrivais à passer à travers. Okay. Ouais. Il y a un bout dans ton livre, Gino Chouinard, où tu expliques, bon, tu as gagné beaucoup de trophées artistes, le gars compétitif en toi devait être content. 14 trophées. Il a commencé à double défi, j'espère qu'il était content. Déjà, il y avait le défi. Je me souviens de ça avec Gilles Payot. Ah oui, effectivement. Oui. Mais t'expliques que tu as senti une certaine envie, une certaine jalousie de ceux qui gagnaient pas et plus largement dans le milieu télévisuel. Explique-moi, comment ça se manifeste, la jalousie? Bien, dans un premier temps, moi, je suis quelqu'un qui préfère donner la lumière à l'autre. Donc, de recevoir année après année un trophée artiste, je cherchais des raisons de le justifier personnellement en me disant, je suis 4 heures en ondes à tous les jours, donc je suis très présent dans les maisons, donc c'est normal que je gagne. Tu sais, je voulais moi-même m'excuser d'avoir cette célébration-là. Et évidemment, dans mon entourage, c'est arrivé 3 fois, si je me trompe pas, que des gens mis en nomination dans la même catégorie que moi me disaient sur un ton que j'avais de la misère à déterminer si c'était à la blague ou pas, genre, ça serait le fun cette année que tu nous le laisses. Alors que tu n'as aucun contrôle là-dessus. C'est ça l'affaire. Même qu'à un moment donné, je me suis presque excusé au lutrin des gagnants en disant, là... Et après ça, quelqu'un m'a pris de côté à la direction de TVA pour me dire, hey, dis pas ça. Tu le mérites. Le public a choisi que c'était toi. Je comprends ton malaise, mais assume-le à la place. Je dis, mais des fois, c'est important d'être lucide dans la situation puis d'accuser ce qui se passe. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Pour l'instant, Patrick, rien. Quand j'ai pris la décision de quitter, là, dans ma tête, c'était un feu d'artifice de projet. Je voulais faire des documentaires, animer des émissions de fin de soirée. Je voulais faire des grandes entrevues. Et là, avec l'arrivée de la fin de Salut Bonjour et la fatigue occasionnée par l'écriture du livre et ma dernière stretch de Salut, on dirait que là, c'est plus un break que je veux prendre et non pas m'engager tout de suite dans d'autres mandats. Mais tu dois faire quoi? Quel genre d'animation? Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses, mais est-ce que tu n'as pas peur à un moment aussi que les gens t'ont tellement vu à Salut Bonjour que c'est difficile de sortir de ce rôle-là aussi? C'est drôle, je le crains pas trop. Okay. Je le crains pas trop. J'aimerais ça arriver là où on m'attend pas. Je crains pas l'oubli. Au pire, je ferai d'autres choses. J'ai pas des chocolats? Oui, j'ai encore ma boutique de chocolat favorite à Boucherville. Je m'en occupe un peu moins parce que je suis moins présent. Moi, j'aime les affaires. Hein. J'ai de l'immobilier à gérer. J'ai plein de trucs que je souhaite faire davantage. Alors, oui, la communication m'intéresse. De quelle façon maintenant je vais la faire? Je le sais pas trop. On verra. On verra ce que l'avenir va m'apporter. Et peut-être t'éloigner un petit peu du quotidien. Tu disais de faire quelque chose où tu es très ancré dans l'actualité, dans ce qui est à chaque jour aussi, répétitif un peu. Il y a d'autres genres de projets. Après une pause, j'ai l'impression que ce désir-là va revenir. Je vous vois tout en équipe comme ça, collaborer à du contenu pour les auditeurs. Ça, c'est quelque chose qui est très gratifiant, je trouve. Mais justement, en terminant, des conseils pour notre animateur qui, lui, doit gérer les dodos, la sieste, est-ce qu'il en fait une, est-ce qu'il en fait pas? D'abord, moi, je suis très admiratif par la quantité de boulot que tu fais quotidiennement. Fais attention. Merci. Ça va peut-être à un moment donné te rattraper dans la fatigue mentale et la fatigue physique. Mais ta capacité à te souvenir de détails hallucinants, quand je t'écoute, ça me surprend à chaque fois. T'es fin? Question plus terre à terre. Sieste ou pas sieste l'après-midi? Très bonne question. Je ne dormais à peu près jamais, moi, Patrick, le jour. Mais quand je tombais à 20h, 20h30, je tombais profondément et je récupérais mieux ainsi. Écoute, on a la même approche, Gino Chouinard. Donc, je me dis, je me touche, ça me rassure. Gino, merci. C'est un plaisir de t'avoir reçu en studio. Et lire ton livre aussi, 3800 matins. Ça a été un grand plaisir. On reconnaît ta voix et ton parcours très authentique. Merci beaucoup. Ma prochaine invitée s'occupe avec des collègues des gens les plus poqués de la société au centre-ville de Montréal. Dr Emmanuel Huchet est de la clinique L'Agora et cette clinique-là a de la misère à se faire financer adéquatement. Pourtant, il y a 6000 patients qui sont suivis à la clinique L'Agora. Dr Huchet est en studio. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Peut-être commencer par expliquer ce que vous faites
pour les plus poqués de nos concitoyens à Montréal? Bien, c'est ça. Nous, on est une petite clinique. On est 6 médecins de famille. Je précise ça parce qu'on ne s'occupe pas juste de leur dépendance, mais tous de leurs problèmes de santé. Et on s'occupe donc de problèmes d'itinérance, de santé mentale, justement de dépendance, évidemment santé sexuelle, identité de genre aussi. Donc, effectivement, là, une grosse clientèle vulnérable. Des cas lourds. Des cas lourds. OK. Et si vous n'étiez pas au centre-ville pour vous occuper de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils feraient? Où ils se retrouveraient? Bien, c'est difficile à dire. Peut-être qu'ils se retrouveraient sur d'autres centres. C'est juste que... Mais il n'y a pas beaucoup de centres comme le vôtre. Non, c'est ça. Puis ce que je dis depuis un certain temps, c'est qu'on n'a pas beaucoup de relève non plus. S'occuper de la dépendance, d'itinérance, c'est pas quelque chose de très glamour. Hein? C'est pas... Donc, la relève n'est pas très présente. Mais nous, en tant que clinique, on a décidé de se lancer là-dedans. Donc, on s'occupe de ces patients-là. Donc, vous les recevez à la clinique L'Agora, Dr. Huchet, mais je pense que vous avez aussi du personnel qui va à la rencontre de ces patients-là, là où ils sont souvent dans la rue. Bien, nous, ce qu'on a voulu faire un peu comme mission, c'est de travailler avec le communautaire. Donc, justement, on a une infirmière qui est dédiée, qui s'en va 1 à 2 fois par semaine, travailler avec Cactus, des organismes pour... Justement, quand il y a des besoins, là, quand il y a des infections ou quand il y a des gens qui ont une urgence de voir un médecin, elle nous les ramène puis on règle le problème immédiatement. OK. Donc, la clinique L'Agora est une clinique atypique, on va dire ça comme ça. Et le financement en santé pour les projets atypiques, je le sais pour en avoir déjà parlé, pour avoir des gens enquêtés là-dessus, c'est pas toujours facile avec le ministère de la Santé. Les difficultés auxquelles vous faites face, Dr. Huchet, avec vos collègues de la clinique L'Agora, là, présentement, quelles sont-elles? Bien, le problème, c'est comme vous mentionnez, le système de santé va pas tellement bien, on le sait tous. Là. Puis là, nous, on est là à dire, écoutez, la surdose des opioïdes, c'est important. Et l'année passée, on avait quand même reçu un financement. On n'est pas les seuls, il y a quand même d'autres cliniques. Comme moi, je dis, il y a quand même quelques médecins qui s'occupent de cette clientèle-là. Nous, on est la plus grosse. Et on a reçu un financement, mais cette année, ça a été un petit peu plus difficile à le recevoir. Puis ce que je trouve ça dommage, c'est de venir en ondes, de mentionner l'importance des surdoses des opioïdes, de dire ce qu'on fait, on fait une différence. Il va falloir l'attaquer, ce problème-là. Qu'est-ce qui vous aiderait à la clinique L'Agora dans vos relations avec tous les organes du ministère de la Santé? Bien, que ça soit établi, que j'ai pas que les cliniques qui travaillent dans ce milieu-là n'ont pas toujours à chaque année à justifier le travail qu'ils font. Quand on dit qu'il y a une récurrence, oui, mais il faut qu'elle soit bien établie avec le gouvernement. De dire que l'argent qu'on reçoit, j'ai pas besoin à chaque année de me défendre pour le recevoir. On fait un travail, on fait une différence. Parce que là, il y a qu'à marcher dans les rues de Montréal, au centre-ville, on le voit que les problèmes sont récurrents, mais votre financement, lui, n'est pas récurrent. Non, c'est ça. Puis ce que je comprends pas, c'est qu'actuellement, on vit une crise des opioïdes qui est quand même très importante, là. Je suis allée voir les statistiques qui viennent de sortir. Justement, il y a eu 159 décès entre avril et juin 2024 sur une surdose au Québec. C'est 33 patients d'usagers qui sont décédés si on compare l'année passée. Il y a même des données qui disent qu'on va être équivalent avec la Colombie-Britannique. On s'en va dans un mur de crise des opioïdes. Ça devrait être quelque chose qui devrait être important. Comment je pourrais dire ça aussi, qui devrait être une priorité pour le gouvernement. Puis c'est un peu ça aussi que je veux mentionner. Donc, votre appel aujourd'hui, c'est? C'est d'une part financer les cliniques, nous, on est quand même la plus grosse. Oui. Mais il y en a d'autres. Financer, mais quelque chose de récurrent, quelque chose qui soit bien établi, mais aussi sensibiliser le gouvernement. Là, vous vivez une crise des opioïdes, il y a de l'itinérance. Je pense que là, il va falloir vraiment s'attaquer au problème. Dr. Huchet, vous êtes médecin de famille au Québec. Tout le monde cherche des médecins de famille. Et je vous regarde pédaler comme ça là, avec vos collègues à la clinique L'Agora. Vous pourriez avoir une pratique bien tranquille ailleurs plutôt qu'au centre-ville de Montréal. Pourquoi, en bon québécois, vous vous cassez le bicycle? Parce que je pense qu'on fait une différence. C'est le genre de pratique que les médecins avec qui je travaille, on aime faire ça. On est différents, ça, je l'accepte. Puis c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Oui. Puis on le maintient. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je pense qu'il faut continuer. On a besoin de relève aussi. Il faut encourager les nouveaux médecins. Puis c'est ça. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais c'est sûr qu'on va continuer. Dr. Huchet, merci. J'espère que votre appel va être entendu, là, parce que je sais que ces cliniques-là qui sont atypiques ont souvent des problèmes comme ça, de petites cases bureaucratiques, de financement. Vous n'êtes pas la première à me dire que le financement n'est pas récurrent, et pourtant, on le dit, les problèmes sont récurrents. Ouais. On le fait aussi pour les patients. Évidemment. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui. C'était Dr. Emmanuelle Huchet, directrice médicale et cofondatrice de la clinique L'Agora.